Macron et son affaire, Fillon, Macron et la colonisation, pardon, excusez-moi, Fillon et son affaire, et ben Ramayad, qui est candidate aussi à la présidentielle. C'est avec elle que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Ramayad, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidate à la présidentielle et vous êtes la fondatrice du mouvement La France qui ose. Alors, il y a une polémique qui est née des propos d'Emmanuel Macron en Algérie. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité ? Écoutez, Emmanuel Macron a un problème, je pense, que j'ai deviné personnellement depuis le départ, c'est qu'il n'est pas prêt pour occuper les plus hautes fonctions au sommet de l'État. Il n'est pas préparé, il n'a pas de programme, il annule les déplacements pour pouvoir compléter le programme. La France ne peut pas se donner comme ça à des aventuriers opportunistes. C'est un aventurier, Macron ? C'est un aventurier, je pense même qu'il disqualifie la parole politique, parce que par rapport à ce que vous venez de dire sur la colonisation, crime contre l'humanité... Pour vous, c'est pas un crime contre l'humanité, non, la je dis pas ça, je dis pas ça, je suis même pas encore sur le fond. Permettez-moi juste de dire qu'il y a 2 mois, 3 mois, à peine, oui, je il sais. expliquait l'inverse. Qu'il y avait quelques vertus à la colonisation. Oui. Aujourd'hui, il nous dit, finalement, ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, ce que je pense, je cite à chaque fois Césaire qui disait « On me lance à la tête des kilomètres de routes, de chemin de fer ». Et il rajoutait « Moi, je parle des milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan ». On ne parle pas forcément de la même chose. Mais cela répond à votre question. C'est-à-dire, cela appartient à l'histoire, une histoire qui est douloureuse. Et certains y voient une mission civilisatrice. Et ceux qui ont subi cette mission civilisatrice, entre guillemets, se rappellent des victimes. Voilà. Et donc, ce qui me dérange dans cette histoire-là, c'est que quand on ne comprend pas cela... On vous sent embarrassé quand même. En fait... C'est normal avec l'histoire qui est la vôtre. Non, mais je ne suis pas embarrassée du tout. Je suis en fait un peu Marie qui est débat. Voilà, qui est débat. Mais dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites ? Dans ma tête, je repense à Césaire. Et votre histoire personnelle ? Alors, je vais vous dire une chose. Je me présente à la présidence de la République française. Je ne suis pas là pour parler de mes états d'âme personnels. D'accord. Je suis là pour défendre l'intérêt... La force d'un homme ou d'un responsable politique... Ceux qui ne savent pas, vous êtes né à Dakar, et voilà. Oui, c'est d'aller au-delà de ses émotions personnelles pour voir l'intérêt du pays. Je pense que l'intérêt du pays, c'est de ne pas débattre cette question. Parce que cette question a fait énormément de mal déjà. Alors, la colonisation n'a pas été une œuvre pacificatrice. Et puis, Emmanuel Macron a dit une autre chose, il dit il faut s'excuser. On doit présenter nos excuses. Alors, j'aimerais bien ne pas passer l'émission à commenter les dires d'Emmanuel Macron. Est-ce que, parce que ce n'est pas le premier à dire ça. Je ne veux pas passer mon temps à parler d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas qu'il commande le débat public. Et ça vous évite de parler d'éventuellement des excuses. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez épuisant et vain de passer nos journées à commenter les phrases de M. Macron. Je vous ai dit ce que je pensais de la colonisation. Cela a été une horreur. Non, vous ne m'avez pas dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Ah, si, vous n'avez pas dit si c'était un crime contre l'humanité ou pas. En fait, c'était un crime contre l'espèce humaine. C'est pareil, au fond. La différence, c'est quoi ? Donc vous êtes d'accord avec Macron ? La différence, c'est quoi ? C'est le droit. C'est la reconnaissance par le droit. Donc vous êtes d'accord et donc avec je ne veux pas qu'on discute du droit, parce que là, ce n'est pas la question. Ce fut un crime, voilà. Et contre l'espèce humaine. Parce qu'il a duré plusieurs siècles et qu'il a laissé des millions de victimes. Et il faut s'excuser de ça ? Je pense qu'on ne peut pas évacuer cette question en disant... Vous avez répondu en disant c'est le passé. Vous avez répondu. Mais ce qui m'intéresse... Donc vous êtes d'accord avec Macron finalement ? Non, c'est pas la question. Macron ne m'intéresse pas et je voudrais bien qu'on arrête cette orchestration médiatique autour de quelqu'un que je trouve assez inconsistant entre nous, puisque au-delà des postures, il n'y a rien de vrai. Et lorsqu'il y a quelque chose de vrai qui est dit, comme la question de la colonisation, eh bien, nous avons des atermoiements, des allées-venues, des contradictions, et ça n'est pas supportable. Voilà. Alors, on va parler en 2 secondes de François Fillon. Fillon qui dit, même si je suis mis en examen, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais ça revient au même, je vais à la présidentielle. Vous trouvez ça normal ? Autre exemple, le deuxième, de la disqualification de la parole politique encore. C'est celle de Fillon. Parce qu'il avait dit aussi l'inverse il y a quelques semaines. Et se rendent-ils compte de l'exaspération de l'opinion publique épuisée
par 30 ans de reniement et de renoncement et de paroles reniées. Moi, je suis très choquée et je crois qu'ils vivent tous dans une bulle et que ce n'est pas une question d'âge. C'est vrai, ils vivent dans une bulle. Ce n'est pas une question d'âge, c'est un monde finissant où il n'y a pas de discernement sur ce qui est dit, sur ce qui est fait. Il y a un aveuglement total, il n'y a absolument aucune prise en compte des réalités et c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que je crois fondamentalement que le débat autour de François Fillon, ce n'est pas François Fillon en lui-même, simplement. C'est un système. Vous avez été son ministre. Oui, c'est un système. Quel souvenir gardez-vous de cet homme ? Un ministre qui était très attaché, un Premier ministre, pardon, qui était très attaché à la RGPP, c'est-à-dire à la préservation des deniers publics. D'accord. Je me rappelle le nombre de fois au ministère des Sports où, en effet, j'étais prié de supprimer les équipements de proximité, ce que je refusais de faire systématiquement parce que je considérais que dans les communes rurales, il fallait... Vous aviez des bons rapports avec eux ? Honnête, sauf quand il y avait des accords, évidemment. Mais je trouve qu'il y a une contradiction totale à construire, non pas seulement cette campagne électorale des primaires, mais son engagement politique, puisque j'en ai été témoin en tant que ministre des Sports, sur la probité et la préservation des deniers publics. Et je l'ai subi sur les équipements de proximité dans les communes rurales, par exemple, sans obéir néanmoins. Et aujourd'hui, être pris la main dans le sac et confondre engagement personnel et engagement public. Voilà. Alors, votre campagne, comment ça se passe ? Avec quel argent vous faites campagne ? Avec l'argent que les Français veulent bien me donner pour me permettre... Vous avez des dons ? Oui, j'ai des dons. C'est-à-dire que... Qui vous permettent de voyager, de faire des meetings ? Exactement, de faire 80 000 km, d'avoir 80 000 km ? Oui, j'ai depuis 9 mois. Je vous rappelle que j'ai un projet politique consultable sur le site de la France qui ose. On va en parler, mais sur vos moyens. Les dons des Français, comme tout le monde, chacun a le droit de faire un don de 4 600 € maximum par an, par personne. Voilà, je lance un appel pour ceux qui souhaitent m'encourager dans cette campagne. La France qui ose, elle a combien d'adhérents ? Écoutez, ce sont les membres fondateurs qui en constituent le personnel militant, si je puis dire. Au début, on est parti avec 5 mouvements politiques, dont l'ensemble constitue environ 40-50 000 personnes. Aujourd'hui, on va passer à une vingtaine de mouvements politiques, citoyens, écologistes, régionalistes aussi. Et on annoncera ça bientôt. Et tout ça est conciliable ? Ces mouvements. C'est pas toujours simple, mais à partir du moment où je me présente comme candidate indépendante et en même temps transpartie, j'ai tenu à réunir autour de la table des mouvements de gauche et de droite, centristes, de tous bords, y compris d'ailleurs des anciens des autres partis, l'UMP, le Parti radical, l'UDI, des personnalités du Parti socialiste aussi. Et malgré nos différences, on a voulu servir d'abord l'intérêt national. Et nous avons pu trouver effectivement des valeurs communes, c'est de représenter en premier lieu, la France des oubliés, celle qui est négligée, pas représentée par les autres candidats et les autres partis politiques plus classiques. Et vous allez faire un grand meeting ? Ça arrivera au moment voulu. La campagne se jouera, je vous le dis, sera dans les 4 dernières semaines. Un meeting où il y aura plusieurs milliers de personnes ? Au moment où la campagne commencera, parce que je m'y présenterai officielle, je veux dire, comme la candidate anti-Le Pen, c'est important, parce que personne ne s'en occupe, elle. Et puis deuxièmement, faire émerger dans les assemblées territoriales et nationales une génération, pas forcément question d'âge, de nouveaux talents susceptibles de sortir de ce carriérisme mortifère auquel on assiste depuis plusieurs décennies. Est-ce que vous allez avoir vos 500 signatures c'est la condition sine qua non pour pouvoir se présenter ? Oui, je pense que je les aurai. Vous en avez combien là ? J'ai arrêté de compter publiquement parce que ça ne sert plus à rien. Ça cache pas quelque chose, ça ? Non, parce que je pense que j'aurai mes parrainages. Oui, vous en avez combien là, pour le moment ? Au mois de décembre, j'avais dit publiquement, et je m'en suis arrêté à ce chiffre, que j'en avais 300. 300. Donc j'imaginais que j'ai pu progresser depuis. D'accord. Mais ça ne sert à rien de faire des comptabilités. C'est difficile d'obtenir. C'est vous qui le faites personnellement ? Personnellement, oui. C'est très. Vous téléphonez à chaque. Les 80 000 km, vous croyez que c'était quoi ? Je suis allée convaincre. Pas que pour ça, pour parler aussi. Oui, mais parce qu'on convainc. C'est-à-dire que quand je traverse le pays, quand je vais à Champigny-les-Maranges, quand je vais à Bouzeron, quand je vais à Moins, écoutez, avec le maire... Vous allez plutôt dans les petites villes alors ? C'est des villages même. Je vais uniquement dans les villages parce que c'est là qu'est la France des oubliés. Et parce qu'on veut supprimer la commune aujourd'hui. Parce que la loi NOTRe, la loi sur les rythmes scolaires, la baisse des dotations sont en crime contre le territoire et la géographie française. D'accord. Et que la bureaucratisation est telle qu'on ne peut plus laisser les maires seuls face à cette
situation. Quel est le témoignage que vous voulez laisser, que vous voulez apporter dans cette campagne? Dans cette campagne, le message que je veux apporter, il est important, c'est je veux retrouver une France singulière sur la scène internationale. Au bout du bout, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que je veux, à travers une présidence qui serait la mienne, incarner un message fort dans un monde dangereux, dans un monde dominé par un axe Trump-Poutine, qui est le retour des souverainismes et les souverainismes mortifères. La France est rappelée à ses devoirs, c'est-à-dire son leadership sur le monde moral, et qui passe par la réaffirmation des valeurs universelles. Je ne parle pas de mondialisation marchande, financière, guerrière. Je vous parle d'universel, de droits de l'homme, d'état de droit, de liberté individuelle collective, les arts, la culture, la francophonie. Tous ces combats qui font la singularité de la France dans le monde, une France dont les peuples étrangers attendent toujours énormément. Simplement, que dit-on au monde? Quel message passe-t-on aujourd'hui sur une scène internationale mouvante et dangereuse? Est-ce que vous allez à la rencontre des Franco-Africains? Des Français. Des Français. Non, mais vous avez des Franco-Africains au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. Ah, dans le pays même. Oui. Je suis allée effectivement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'était au mois d'octobre. Ouais. Mais je veux dire, j'étais aussi allée voir les Français de l'étranger qui y vivent. Mais aujourd'hui, en France, là, sur le territoire national, je m'adresse à la France des oubliés, à tous les Français qui se sentent écartés des décisions. Oui. Mon objectif, c'est qu'on renoue avec l'ascenseur social dans notre pays, avec une confiance qui nous permet de nous projeter sur l'extérieur. Et j'ai toujours été dissident du système politique, toujours. Et donc les dissidents du pays m'intéressent parce qu'ils ne sont plus en révolte même. Ils sont en situation, comment vous dire, de retrait du champ démocratique. Deux petites questions pour terminer. Est-ce que vous êtes pour ou contre la police de proximité? J'ai même proposé dans mon programme le rétablissement de la police de proximité. Comme Macron. Je ne sais pas ce qu'il propose, mais en tout cas, mais il vous paye pour faire du placement de produits en permanence ou... Parce que bon, c'est... Vous vous rendez compte de l'accusation que vous portez là? Entre guillemets, Monsieur Tréhard. Voyons. Enfin, on peut se poser la question de placer comme ça partout. Écoutez, non, je vous dis ça parce que c'est une de ses propositions qu'il fait ce matin dans le Figaro, c'est pour ça. Oui, mais moi, il en parle ce matin dans le Figaro. Sauf que je le propose depuis le mois d'avril 2016. Bien sûr. Et d'autre part, mais je ne trouve ni crédit de ce côté-là, ni du côté du Parti socialiste. Parce que le candidat Hamon, avec son revenu universel, plus, alors si je rapproche en plus la légalisation du cannabis. Ça, vous êtes contre? Quoi, on va donc payer les gens 700 €. Oui, tout à fait. À rien faire. Et ils vont peut-être se servir de leur revenu universel pour acheter du cannabis. Quelle société, M. Tréhard, on nous prépare avec de telles propositions? Alors, Ramayad, si d'aventure vous n'êtes pas au deuxième tour de l'élection présidentielle et que vous avez un deuxième tour entre Fillon et Macron, vous choisissez qui? Je compte bien être au deuxième tour, monsieur le journaliste Tréhard. Parce que je vais vous dire une chose, on ne s'engage pas dans une épreuve comme celle-là, qui est politique, qui est morale, qui est physique même, pour envisager de rallier quelqu'un. C'est pas du tout dans mon plan. Et je vais vous dire autre chose, j'y vais pour gagner, je veux être président de la République en France, exactement comme dans d'autres pays occidentaux, il y a des personnalités qui ont pu accéder à la présidence de la République, chef d'État, je pense à Matteo Renzi, qui est Premier ministre, je pense au frère Miliband. Il n'est pas chef d'État, non mais Premier ministre, je pense aux frères Miliband, ou même à Tony Blair, qui ont été de jeunes personnalités politiques qui ont fait avancer leur pays, à Barack Obama qui a fait 2 mandats. Il n'y a pas de raison qu'en France, on ne puisse pas avoir des personnalités qui ressemblent à la société française. Mais j'ajouterais, je ne rallie tellement pas que notre mouvement La France qui ose a prévu de présenter 577 candidats indépendants également. Dans chaque circonscription, donc. Exactement, aux législatives. Ça veut donc dire que je suis lié, bien sûr, je suis lié par un pacte moral et juridique même. Vis-à-vis de ces gens-là. Vis-à-vis de ces personnes, ces mouvements. Donc rallier quelqu'un entre-temps... Vous respectez la parité à ce propos? Oui, mais on annoncera cela dans quelques semaines. D'accord. C'était le talk de Ramayad qui nous a dit quels étaient les axes de sa campagne et tout le mal au passage d'ailleurs qu'elle pensait de ceux qui pratiquent la politique à l'ancienne. Et maintenant, on va écouter et on va prendre connaissance de vos questions qu'on va lui poser avec Tristan Quino-Maupoil. Tristan, bonjour. Bonjour Ramayad. Bonjour.
Il y a une question de Lisa Blanchard qui vous demande comment est-ce que vous choisissez un peu les étapes, les villages que vous visitez, les cantons, comment s'organise un peu votre collecte de parrainage? Ça a pris du temps pour trouver un vade-mecum. Vous avez une carte de France Oui. Alors, je m'adresse, comme je suis une candidate indépendante non encartée, du coup, je m'adresse aux élus qui sont indépendants. Or, il s'avère que les élus indépendants sont la plupart du temps des maires. Et la plupart du temps dans les villages, dans des communes de moins de 1500 habitants. Et donc, je les appelle, je demande rendez-vous et je me rends sur place. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Comment ça se passe? Vous louez la salle ou c'est eux qui vous mettent une salle? Non, c'est pas une question de salle, je vais en rendez-vous individuel dans le bureau du maire ou de la secrétaire de maire. Oui, mais après, vous voyez la population. Pendant longtemps, j'ai privilégié les élus de proximité. Pour avoir les signatures. Ouais. Et après, dans un second temps, quand on va rentrer dans la campagne officielle, la vraie, celle qui... parce que ça se décide dans les 4 dernières semaines, croyez-moi, là, effectivement, on arrivera sur les meetings et la population. Ouais. Et puis, grâce à vous aussi, je peux parler aux Français dans un premier temps. Bah voilà, merci les de caméras m'accueillir. sont ouvertes. Il y a beaucoup d'internautes, ça peut peut-être vous surprendre, mais qui nous demandent qui vous êtes. C'est vrai que vous avez été la personnalité politique préférée des Français pendant quelques temps. Ce qui n'est jamais arrivé à M. Macron. Aujourd'hui, ce qui n'est jamais encore arrivé à M. Macron, M. Tréard. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat. Ça ne m'a pas emmené à être candidate contre Nicolas Sarkozy, président sortant. Aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat et certains s'étonnent que vous puissiez vous imaginer un destin présidentiel. Alors, on ne s'en étonne pas pour le copain de M. Tréard, c'est-à-dire M. Macron. Lui, personne ne s'étonne. Non, mais personne ne s'étonne que lui. Tout le monde imagine qu'il va être président. Il n'a jamais été conseiller même municipal, ce que moi j'ai été, conseiller régional, ce que moi j'ai été. Par contre, moi, c'est un problème, et chez d'autres, ce n'est absolument pas un obstacle. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Vous pouvez m'expliquer? C'est les internautes en tout cas qui J'ai 10 ans d'expérience politique en plus. J'ai été 2 fois secrétaire d'État, ambassadeur de France. De mon métier, parce que j'ai un métier, je suis administrateur du Sénat. Depuis 3 ans, je suis créateur d'entreprise. Je pense avoir été fonctionnaire, salarié. Les entreprises en ce moment, en même temps que vous faites campagne? Là, j'ai fait une petite pause parce que le temps ne me permet pas. Mais jusqu'à il y a 9 mois, oui. Donc, question importante. Malik, qui voudrait savoir, on n'en a pas parlé pour l'instant, ce que vous pensez de l'immigration. De l'immigration, comme ça, en général. C'est un non, thème, en tout cas. L'immigration en France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une intégration qui se fasse mieux, pour que des gens ne se retrouvent pas dans des j'allais dire des bidonvilles, mais c'est vrai que des bidonvilles reviennent, en tous les cas des campements. Oui, alors les réfugiés. Parce qu'il faut savoir qu'on parle. Les migrants, c'est pas les réfugiés, c'est pas les immigrés. Mais parfois, c'est difficile, vous le reconnaissez, de faire la part des choses parce que vous avez les populations se mélangent aussi. Il faut qu'on fasse la part des choses. Moi, j'ai été visiter le camp de Calais et de Grande-Sainte au moment où ils étaient encore là. Et c'était des réfugiés en attente de résolution de leur demande d'asile, de leur dossier. D'autres n'avaient pas du tout envie de rester ni de demander l'asile. Et c'était la plupart d'ailleurs, ils voulaient partir en Angleterre. Qu'est-ce que vous proposez qu'on revoie l'accord du Touquet. Moi, je trouve que, vous savez... Ça, c'est du factuel, ça. Mais attendez, c'est la France qui a choisi d'avoir les migrants. Des quotas, par exemple. Oui, pour l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'on fait? L'immigration clandestine, il faut appliquer la loi, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on renvoie les gens chez eux? Oui, là, on n'est pas Comment respecté. Vous faites, alors pourquoi on ne le fait pas? C'est fait, mais pas dans des proportions qui donnent satisfaction à certains manifestement. Mais c'est fait. C'est pas vrai de dire que c'est pas fait. Aussi bien la gauche et la droite font leur travail. C'est 7 ou 8% de tous ceux qui sont déboutés. Mais je pense que de toute façon, quel que soit, c'est normal qu'un pays ait une politique d'immigration, y compris les pays du Sud ont une politique d'immigration, mais toujours dans la dignité humaine. Toujours. Pas de chantage avec les pays du Sud, par exemple. Quand vous allez au Sénégal, pays que vous connaissez ô combien, et que vous voyez des amis sénégalais qui vous disent bien en France et tout, est-ce que vous les dissuadez de venir? Ils ne veulent pas, M. Tréard, c'est ça que vous n'avez pas encore compris. Les temps ont changé. Ils ne veulent plus venir en France, d'abord parce qu'il n'y a pas de travail, parce que l'accueil est manifestement pas très bon, et parce que l'Afrique, et le Sénégal en particulier, est sorti de ce rapport d'exclusivité avec la France. D'accord. Et c'est pas l'immigration qui frappe en Afrique. Vous savez ce qui frappe?
c'est les start-up, c'est l'écologie, c'est la téléphonie mobile qui explose, c'est les fonds de pension. L'Afrique est en train de connaître une révolution technologique, financière. Vous êtes d'accord avec Borloo et son plan d'électrification? Non, c'est encore autre chose. Là, il est dans des actions plutôt humanitaires. Moi, je vous parle de l'Afrique atelier du monde. D'accord, ok. Sur 10 pays au monde à plus forte croissance, 6 sont africains. Sur les 100 milliardaires du classement Forbes au monde, 26 sont africains. Sud-africains et nigérians, principalement. Non, pas seulement. Vous avez des Béninois qui émergent. Il y a des Béninois, le Sénégal vient de découvrir du pétrole avec des réserves qui sont supérieures à celles du Qatar. Vous savez qu'en France, on n'est même pas au courant de ça. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui viennent de l'Afrique. Mais vous n'entendez que les moins bonnes. Et c'est ça que mais moi, j'écoute beaucoup les bonnes nouvelles qui viennent d'Afrique. Mais je sais que vous connaissez l'Afrique. Mais je peux vous dire une chose. La France est en train de rater un tournant, pas seulement en termes de part de marché. Et les Africains affiche une sorte d'indifférence. Et ça m'attriste. C'est pour ça aussi il est important. Dans le rapport avec la France. Exactement. Parce que pour ça, il est important aussi, dans ce continent qui est le continent de l'avenir, avoir une présidente de la République française qui est issue de ce continent. Je trouve que ça a du sens, non? Aurélie qui pose une autre question. Ce qu'ont fait les Américains. Oui, tout à fait. Qui pose une autre question concernant le terrorisme. Cette fois-ci, c'est un autre sujet de préoccupation majeur. Est-ce que vous avez des mesures fortes pour lutter contre ce phénomène qui inquiète? Oui, le terrorisme. D'abord, on commence par régler le problème à la base. C'est-à-dire, au niveau de la Syrie et de l'Irak, on a été pompier pyromane. C'est-à-dire, depuis 2003, l'invasion en Irak, Daesh n'est pas sorti de nulle part. Notre responsabilité est importante, notamment celle des Américains. Je pense qu'il est important que l'on sorte de ce choix, qui n'est pas un choix, entre l'État islamique ou Bachar el-Assad. Il y a une troisième voie qui existe, c'est les rebelles, c'est les résistants syriens. Et aujourd'hui, les petits télégraphistes de Poutine qui sont en France voudraient qu'on se jette dans les bras du boucher de Damas. Je ne suis pas d'accord. Vous pensez que ces rebelles ne sont pas affiliés, par exemple, à Al-Qaïda comme... Mais vous pensez que Bachar el-Assad, il n'est pas entouré d'islamistes? Et vous pensez que... Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, si vous voulez, on peut prendre le temps de vérifier qui est derrière chaque... Mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'ils combattent à la fois Bachar el-Assad et l'État islamique. Et je pense que le choix de soutenir Poutine, qui n'aurait pas dû être dans cette coalition sans condition, alors qu'il bombarde des populations civiles, mais un jour ils se vengeront sur nous. On est en train de créer des générations de terroristes. Est-ce qu'on s'en rend compte? Donc on commence par la base. Il y a une autre question de Charles, qui a lu votre programme avec intérêt visiblement, et il a vu que vous proposez de créer des établissements pour les meilleurs élèves de 6e, et lui s'inquiète, il se dit, est-ce que c'est pas finalement un frein à l'ascenseur social, de peut-être empêcher d'avoir une mixité pour renouer enfin avec l'ascenseur social. Oui, mais ces bons élèves, si vous les mettez dans la mixité, ce sont des locomotives pour tout le monde, non? Non, parce que... Vous faites des ghettos de bons, en fait, non? Non, ils existent déjà. Mais c'est des ghettos de riches, en fait. Voilà, on a les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Par contre, Fatoumata, Kevin ou Mohamed, dans sa ZEP, dans une commune, je ne vais pas stigmatiser, s'il est très bon dans sa classe, il va y rester. Il va y rester. Il ne peut pas aller dans le meilleur lycée du centre-ville. Et donc, il n'est pas en évolution. Jusqu'à un jour, Charité chrétienne oblige, on lui offre la discrimination positive pour peut-être avoir la chance d'aller à Sciences Po. Mais rappelez-vous, Charles Péguy, fils d'une rempailleuse de chaises, qui n'avait rien, remarqué par son maître Théophile Naudy, directeur de l'école, et qui l'envoie dans le meilleur lycée d'Orléans. Il finit à Normal Sup. C'est ça que je voudrais. C'est ça l'ascenseur social, c'est ça la République scolaire. C'est cette France-là que moi j'ai connue. C'est celle qui m'a permis de faire des études. Et je voudrais que pour toutes les familles de France, tellement angoissées sur l'avenir de leurs enfants, dont ils savent qu'ils vivront beaucoup moins bien qu'eux, je voudrais que le parcours scolaire dont j'ai pu bénéficier, jusqu'aux grandes écoles, jusqu'aux grands concours de l'État, que leurs enfants puissent également en bénéficier. Voyez. Et pour ça, on est obligé effectivement d'être dans l'excellence. Et vous savez, l'excellence, ce n'est pas une question de couleur de peau ou d'origine sociale. On peut avoir des parents illettrés et être le meilleur de sa classe. C'est ça la méritocratie. Voilà, c'était la conclusion de Ramayad à vos questions auxquelles elle a répondu tout à fait librement. Et on l'en remercie. Quant à vous, avec Thibaut, on vous dit à lundi.